Bonjour, nouvel épisode sur le Gataka Studio présente. Aujourd'hui, nous recevons Ritser Rinsma qui vient aujourd'hui nous présenter un nouveau projet, mais aussi nous parler d'une association que ici nous connaissons bien. Bonjour Ritser. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, tu es enseignant à la fac de Caen. Tu enseignes la civilisation américaine et britannique. Alors, aujourd'hui, tu n'es pas venu pour nous parler d'histoire, mais pour nous parler, dans un premier temps, de petites mésaventures qui t'est arrivées l'année dernière et ce qui t'a amené vers l'association que nous connaissons bien ici au Gataka Studio, c'est l'association Inévol. Tout à fait, oui, c'est l'association Enable en fait qui m'a permis de retrouver une certaine motricité par rapport à ma main. J'ai eu un accident grave l'année dernière, j'ai perdu 3 doigts, donc j'ai été hospitalisé pendant très longtemps. On a heureusement réussi à réparer un maximum de choses, mais l'index il est perdu définitivement. Et ensuite, évidemment, ça m'a beaucoup handicapé pour beaucoup de choses, notamment pour la musique. Mais un ami à moi m'a contacté pour me dire qu'il connaissait cette association Enable. C'est Grégory qui m'a appelé ensuite, qui est un maker de cette association et qui m'a mis en contact avec un autre maker du nom de Patrick. Or, Patrick, il est venu chez moi. Il m'a aidé à en fait me retrouver dans cet état-là aujourd'hui. Donc, c'est très sympathique, vous voyez, hein. Je n'ai plus mon doigt, mon index, mais je peux quand même le bouger et puis l'utiliser. Et tout cela grâce à cette association qui fait un formidable travail, et c'est là complètement gratuitement, hein. C'est basé sur les dons volontaires et ils ne demandent rien aux gens, sinon ce qu'ils peuvent éventuellement faire pour les soutenir, notamment faire leur publicité, et c'est aussi ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Ah, souvent, tu disais que en fait, tu avais perdu 3 doigts. Tu travailles aujourd'hui avec un appareillage Inévol, donc sur un seul des 3 doigts. Comment ça s'est passé pour les deux autres? Alors pour les 2 autres, en fait, quand l'accident s'est produit et que j'ai perdu mes 3 doigts, j'ai été ramené à l'hôpital très, très vite, hein. Il y a un service d'urgence à l'hôpital de Rouen qui, est vraiment spécialisé dans ce type d'accident, et donc on a réussi à me regreffer, heureusement, en partie. Tout n'a pas bien fonctionné, malheureusement, j'ai perdu un bout, notamment de l'annulaire, qui a nécrosé, mais comment dire? Mon majeur est aujourd'hui, en grande partie réparé. Ça va encore s'améliorer avec le temps. Ce qui reste, c'est le trou entre le pouce et le majeur, et là, Enable a fait un travail formidable parce que, j'ai été voir aussi, des spécialistes dans ce genre de domaine pour essayer de voir, qu'est-ce qu'on peut proposer, rembourser par la sécurité sociale et cetera. Ce sont des prothèses qui coûtent extrêmement cher, hein, et qui malheureusement ne sont pas, remboursées aujourd'hui. Donc là, quand je dis extrêmement cher, juste pour un index qui pourrait fonctionner un tout petit peu, il faut compter entre 15 et 20 000 euros. Alors on s'en rend bien compte que c'est hors de portée pour la plupart des gens. En tout cas, pour moi, ce n'était pas à, à portée de main. Et Enable m'a donné pratiquement l'équivalent pour rien, parce qu'il travaille avec des imprimantes 3D, il travaille avec des makers qui font cela volontairement. J'ai eu la visite de Patrick qui est venu à mon domicile pour m'aider à trouver en fait la meilleure solution. Et je peux même parler un petit peu de l'historique de ce doigt si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, j'ai amené un petit sac pour essayer de bien comprendre de quoi nous parlons, parce que vu comme ça, évidemment, c'est pas la même chose. Mais au départ, Patrick s'était renseigné par rapport à cela auprès des Enable, et ils ont proposé en fait un petit modèle. Là, on a un tendon en fait en fil de pêche qui permet d'alimenter, comme vous voyez, ce petit mécanisme. Et c'est à partir de là qu'il a fallu créer en fait un embout qui se met sur le moignon. Donc, dans un premier temps, on a simplement voilà, utilisé ceci, que nous avons par la suite adapté à la forme du doigt qui restait pour pouvoir le porter le plus simplement possible. Et quand on s'est rendu compte après que cela fonctionnait plutôt bien, hein, ici nous avons un modèle avec donc une petite barre qui permet de faire le mouvement
et la partie adaptée pour le moignon pour pouvoir utiliser le doigt. Mais on s'est rendu compte dans la pratique que sur le modèle de départ, il y avait juste un seul fil et que cela ne donnait pas beaucoup de force. Donc on a travaillé ensemble pour améliorer deux choses, doubler les fils par deux passages différents pour faire un mouvement plus naturel. Donc on va avoir un mouvement qui va d'abord en fait s'occuper de la partie haute du doigt et ensuite la partie basse, hein, donc de cette manière-là. Et après, on a surmonté l'ensemble avec un petit, voilà, un petit guide en fait, qui me permet aujourd'hui d'avoir en toute liberté hein, ce mouvement-là, tout en inclinant le doigt dans la bonne direction pour que le mouvement soit le plus naturel possible. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui a pris du temps. Ce qu'on ne voit pas peut-être à l'écran, hein, sont des pièces fabriquées avec des imprimantes 3D. Oui. Et alors moi, pourtant, je suis juste tout près de et tout près de toutes les prothèses que tu nous as sorties. On se rend pas compte que en fait, le plastique, il est très souple. Oui. Parce que là, c'était un peu la question que j'allais te poser. C'est avant d'arriver sur le prototype, adapté à ta main et comment tu ressens un petit peu la prothèse une fois mise sur ton doigt. On s'aperçoit en l'ayant dans les mains que ça s'adapte quand même assez facilement à C'est tout à fait vrai. la pression et que c'est pas rigide et que j'imagine que ça te fait pas mal. Non, ça me fait pas mal parce qu'on peut utiliser différents types de plastique avec les imprimantes 3D. Donc on a du plastique dur pour les parties en fait qui sont mécaniques et on a du plastique très mou pour la partie qui touche la peau. Ici, il y a aussi plusieurs chiffres parce que chaque doigt étant différent, il va falloir, si d'autres personnes sont intéressées par cette procédure, il va falloir évidemment l'adapter à l'épaisseur du doigt, etc. Donc là, c'est le maker qui va faire en sorte à ce que ça colle bien en prenant bien les mesures, etc. etc. Et une fois qu'on arrive à ce stade-là, ben, il suffit d'embrasser, de raccrocher le tout, et c'est le mouvement en fait du moignon qui va permettre de faire le mouvement et d'attraper des choses. Comme je l'ai dit, ne plus avoir de doigts, c'est choquant pour soi-même, parce qu'il y a aussi tout le travail psychologique quand même. On n'a pas l'habitude de se voir comme ça. Dans un premier temps, on se trouve moche, mais heureusement, on travaille ça, on améliore ça, et grâce à une prothèse de ce genre, non seulement on retrouve la possibilité d'attraper des choses, hein, c'est très agréable quand même de pouvoir attraper des choses, mais en plus de combler ce vide, et de façon très sympathique. Toi, entre le moment de l'accident et la connaissance d'Inevo, parce que j'imagine que tu ne les connaissais pas avant, comment ça s'est fait? On t'a parlé de... Oui, Comment tu as connu Grégory? un ami à moi m'a parlé de cette association en disant « Oh, mais je connais quelqu'un, il s'appelle Grégory, c'est un maker, il travaille pour une association, il fait ces choses-là. » Bon, moi, j'étais tout de suite intéressé, ayant déjà rendu visite à des professionnels pour des prix très très élevés. Et donc, ensuite, c'est Grégory qui m'a mis en contact avec un autre maker parce que lui était à l'étranger à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un temps pour toi aussi d'acceptation de l'appareillage sur ta main? Je me suis pas tout de suite senti à l'aise parce qu'avec les premiers modèles, les 2 premières semaines, c'était pas pratique, ou c'était trop long, ou c'était trop serré, ou ça ne bougeait pas naturellement. J'avais pas une vraie force non plus. Et c'est comme ça qu'on a pu en fait perfectionner, adapter, le rendre plus fort, faire les ajustements de confort. Si on prend le premier modèle, au départ, il n'y avait pas de guide, en fait. Donc ça frottait directement sur le haut de la main. Et au bout, voilà, au bout de quelques heures, ça me faisait mal. Tandis que là, à force de trouver la bonne hauteur, aussi la bonne inclinaison, le fait d'avoir rajouté aussi un anneau ici, juste à côté, pour donner plus de prise, grâce à plus de force à l'ensemble, ce sont des petites améliorations qu'on a fait sur ces 6 semaines qui ont abouti à cette extension, cette prothèse-là qui maintenant fonctionne. Oui, il n'y avait aucun plan, aucune maquette de créer jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment. Il y avait le prototype qu'on pouvait trouver effectivement en ligne, qui était celui-ci, mais l'idée n'était pas parfaite, mais très bonne.
Mais on pouvait Peut-être largement plus améliorer. adapté pour une main complète, hein. Alors, je ne sais pas la genèse de cette idée-là, mais toujours est-il qu'on a pu l'adopter parce que c'est ça ce qui est vraiment formidable avec tout ce qui est, euh, comment dire, partage sur Internet, des personnes qui ne veulent pas gagner de l'argent, mais qui mettent à la libre disposition des autres. Ça veut dire que sans avoir à payer de copyright ou de droits d'utilisation, on peut s'inspirer de leurs expériences et à partir de là, essayer d'améliorer. Alors, quels sont toi tes espoirs? Parce que en off, tu m'expliquais que tu as des projets de bande dessinée. Là, c'est plutôt dans l'écriture. Mais enfin, tu étais et tu l'es toujours, je pense au moins, en tout cas dans ma tête, musicien. Oui. Et donc, est-ce que tu as des espoirs de pouvoir rejouer de ton instrument? Alors oui, parce que aujourd'hui j'arrive à utiliser la main gauche pour faire des choses relativement simples. Au départ, après l'accident, je n'y croyais même plus du tout, parce que tout était bloqué, c'était extrêmement difficile, mais je me rends compte qu'avec 11 mois plus tard, qu'il y a des choses qui rebougent. J'ai fait beaucoup de kinésithérapie aussi, donc ça aide. Maintenant, l'espoir, c'est que Patrick revienne des vacances et qu'on va continuer encore de le perfectionner parce qu'on a quelques idées précises comment encore améliorer le fonctionnement, notamment pour pouvoir par la suite jouer au piano. Ah, donc ça, J'espère. est-ce que tu peux me dire quel est l'instrument que tu pratiquais? Alors moi, j'ai pratiqué voilà, le piano depuis toujours. Je suis aussi compositeur. J'ai fait de la musique, notamment pour un documentaire, Les Immortels de Tasmanie, que si On mettra le lien sur la ont envie vidéo. de l'écouter, ils peuvent le trouver évidemment sur les différentes plateformes. Et bon, là, c'est vrai que c'est de la musique que j'écris, donc je peux utiliser les instruments virtuels Aujourd'hui, pour le faire jouer aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de tout faire à la main, mais ça m'handicape quand même beaucoup. oui, Donc il y j'espère, a un plaisir, ouais, j'imagine aussi, évidemment, de jouer sur un clavier. grand plaisir d'être musicien, et puis ça, j'espère vraiment le retrouver. Alors, là, on parlait de musique, tu pratiques aussi du sport. Oui, je suis un sportif. Dans mes heures perdues, j'aime énormément le canoë-kayak. J'habite pas loin de la mer, donc je fais beaucoup de kayak en mer aussi. Du surf, ce sont des choses qui me passionnent. Et aujourd'hui, c'est Maintenant, quelque chose que tu peux pratiquer avec non, l'appareil. aujourd'hui, au jour où je te parle, ce n'est pas encore possible parce que j'attends encore quelques semaines pour que toute la cicatrisation du majeur est complètement terminée. D'accord. Mais à partir de ce moment-là, évidemment, par exemple, pour tenir une pagaie, hein, le fait d'avoir de nouveau une vraie prise pour tenir la pagaie avec la main gauche, c'est super important, hein, parce que parfois il y a des grosses vagues, ça peut passer par-dessus bord, et puis il ne faudrait pas que cela m'arrache la pagaie. Et évidemment, grâce à cette prothèse, je peux de nouveau tenir une pagaie. Je l'ai déjà essayé, sans vraiment faire du bateau, mais je l'ai déjà essayé, et j'espère bien d'ici quelques mois pouvoir reprendre ce sport que je pratique habituellement. Alors, on parlait du côté aussi psychologique, aussi le fait d'avoir à nouveau 5 doigts sur ta main. Oui. Là, sur les appareillages pour les enfants atteints d'agénésie, ce qui est important aussi pour les enfants, c'est le regard des autres. Oui. Est-ce qu'à ton âge, c'est une importance aussi le regard des autres? Absolument. Absolument. Parce que on se sent gêné, surtout au début. Euh, on- C'est difficile à dire parce que je pense qu'il faut passer par là pour le comprendre. Mais quand on a toujours eu des doigts et des mains de virtuose, hein, non pas que je suis un virtuose, mais je veux dire, Créateur. on est créateur, on joue, on utilise, on est habile, et que soudainement on se trouve privé de ça, rien que ça, c'est un choc. Mais en plus, esthétiquement, on trouve on est plus beau. Hein, les mains, c'est quand même la première chose qu'on regarde quand on se réveille. Je veux dire, ils sont toujours devant nous, nos mains. C'est pas comme nos pieds qui sont cachés dans des chaussures. Hein, les mains sont toujours devant nous. Donc oui, c'est important pour soi de se sentir bien avec son propre corps. Et le regard des autres importe aussi. Parce que quand les autres nous acceptent comme nous sommes, on se sent plus à l'aise. Et avec cette prothèse, je me sens pas gêné de me balader.
Alors que quand je ne mets pas ma prothèse, aujourd'hui, je me sens toujours gêné de me balader Un peu comme si t'étais nu, quoi. comme si j'étais tout nu, Ouais. effectivement. Alors, quand tu l'es pas, tu es quand même en manches courtes, donc du coup, on voit quand même un petit peu plus. J'imagine qu'en hiver, avec un pull ou des chemises longues, on voit quand même la cordelette qui Oui. te... Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens tout le temps ou c'est au bout d'un moment, tu l'oublies aussi? Non, on D'accord. oublie ça. Ouais. Oui, on l'oublie. Oui, on se rend plus compte. Il m'arrive même par moment de imaginer le midi, on se brosse les dents et on prend le dentifrice et je dis, ah mince, c'est vrai, Je l'ai pas mis. je l'ai pas mis. On oublie presque qu'on a, voilà, qu'on a ce problème-là et parce que notre cerveau, il part du principe que tout va bien. Et tant mieux. Alors, à travers ton malheureux accident, tu aides du coup Enable 360 à progresser puisque vous êtes en constante recherche d'amélioration de On cette échange, on échange beaucoup, on essaie de faire mieux à chaque fois, non seulement parce que c'est de mon propre intérêt, mais parce qu'on sait que tout ce qu'on expérimente là, ça va forcément servir à quelqu'un d'autre, voilà, et ça, c'est super important. et à travers la planète entière. Toute la planète entière, absolument, toute la planète, tout simplement parce que c'est gratuit. C'est-à-dire, on partage nos connaissances, on partage les scripts, on a mis en ligne les manuels en PDF, comment les construire, la liste des logiciels qu'on peut télécharger. Je veux dire, on donne presque un cahier de charge clé en main, en ligne, gratuitement, pour permettre à tous ceux qui s'y intéressent de dire, vous aussi, vous pouvez le faire. À travers cet accident et la rencontre avec les associations Enable, est-ce que tu vois la vie un peu différemment aujourd'hui? Oui, forcément, forcément. L'accident, c'est un traumatisme, surtout quand on perd un membre. Je sais que ce traumatisme peut être plus ou moins grave, et parfois on regarde d'autres personnes qui ont vécu des choses trois fois pires. Et on se dit, mais comment ils font psychologiquement? Je regardais notamment, juste après mon accident, j'étais dans le lit de l'hôpital, un documentaire sur les Paralympiques. Un monsieur qui avait perdu les deux jambes et en plus les deux bras à cause d'un accident électrocuté. Et je me dis, mais franchement, mais la- le moral d'enfer, Mental. le mental qu'il a dû avoir pour surmonter cela. Et on arrive à relativiser aussi son propre accident. On arrive à relativiser son propre accident. Mais c'est aussi son propre accident. Je veux dire, on peut compatir, avoir beaucoup de compassion pour les autres, mais quand ça arrive à soi, ça n'a pas la même dimension. Et donc même un petit accident, psychologiquement, ça peut avoir de gros effets. Peut-être pour terminer sur Enable, Witzer, euh, quels sont toi tes conseils pour des personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont peut-être perdu un membre, un avant-bras, un doigt? euh, J'imagine que toi, tu as vivement encouragé ces personnes à contacter l'association. Oui, il faut contacter l'association quand on se trouve effectivement privé d'un membre. Ils sont géniaux, tout simplement. Ils sont très à l'écoute. Ils sont tout à fait prêts à consacrer des heures et des heures pour vous aider, pour personnaliser au maximum. Ça, c'est très, très bien. Mais avant cela, surtout à tous ceux à qui cela peut arriver, si vous avez un accident, n'abandonnez pas, trouvez des ressorts en vous, essayez de voir s'il y a des chirurgiens qui peuvent peut-être vous aider à améliorer votre confort et ne désespérez pas parce que moi j'ai vu des personnes dans mon cas qui ont en fait accepté leur handicap et qui n'ont pas progressé. Alors que moi, je suis toujours en train de travailler sur cette acceptation de mon handicap, mais en même temps, j'essaie d'améliorer le confort pour moi-même. Et quand on est motivé, quand on a les bons kinés, quand on a les bons chirurgiens qui nous entourent, qui nous épaulent, on peut parfois, même dans des situations extrêmes, réparer beaucoup de choses. Donc c'est important aussi de dire oui, il faut être dans l'acceptation, mais surtout n'abandonnez pas trop vite et surtout continuez de vous battre parce que ça vaut le coup. Ouais, j'imagine qu'un objectif, même le plus faux, c'est aussi un objectif à atteindre.
Je me souviens un jour, je faisais du Blablacar et il y avait une infirmière à côté de moi dans la voiture et on parlait justement d'une situation. Elle était dans la rééducation et elle disait qu'elle avait eu deux patients qui tous deux avaient eu un accident semblable avec un problème de la colonne vertébrale qui avait en fait donné une paralysie presque totale. L'un était judoka, l'autre ne l'était pas. Et elle m'a dit, le judoka, il voulait tellement, tellement, tellement reprendre le sport, pouvoir retrouver une motricité, alors que médicalement, c'était fichu pour lui. Eh ben non, il s'est tellement focalisé sur sa rééducation que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, il a réussi à retrouver des choses parce qu'il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Alors que l'autre patient, malheureusement, n'y est pas arrivé. Donc parfois, la force mentale peut faire la différence. Ça, on retrouve beaucoup chez les grands sportifs aussi, qui ont des gros accidents, qu'on avait peut-être aussi enterré leur carrière sportive, et puis avec force de mental et de courage. Le mental, il est très fort, à condition, bien sûr, d'être bien entouré par une équipe médicale qui peut aussi vous suivre. Ce sont des gens qui ont réussi à gagner des championnats du monde C'est ça. et des courses incroyables. Alors, le hasard fait que, voilà, on discute ensemble et on s'aperçoit que bon, voilà, tu as des passions pour le cinéma. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, donc on mettra le lien sur la vidéo. Mais voilà, il y a une autre passion. Bon, évidemment, il y a l'histoire, mais aussi l'histoire en BD. Alors, nous, on connaît bien Yves Boistel, qui est déjà venu ici nous accorder des interviews sur le boulevard des artistes et qui a participé aussi à des émissions qu'on a organisées ici. Vous avez donc une passion tous les deux sur les grands explorateurs. Et vous en avez fait une BD qui se trouve ici également, La malédiction du serpent. Et il s'avère qu'il y a un épisode, il y a un tome 2 qui va enfin arriver. Combien de temps après le premier? Alors, le premier tome, donc La malédiction du serpent que voici, en fait, a été réalisé entre 2005 et 2007. C'est un projet un peu fou parce que cette rencontre avec Yves Boistel a été possible grâce à un ami que nous avons en commun qui s'appelle Hervé Chaban, qui travaillait aux archives du Havre. Et J'y ai participé à ça. qui a aussi participé à cette bande dessinée La malédiction du serpent, tout à fait. Et donc, en 1998, quand j'ai commencé ma thèse, on m'avait demandé sur quel sujet voulez-vous travailler, Monsieur Rinsma. Et j'ai dit, bah, écoutez, il y a deux sujets qui me passionnent depuis toujours, c'est les grands explorateurs et les sociétés utopiques. Et il se trouve qu'on m'a indiqué alors qu'au Havre, il y avait un science naturaliste, Charles-Alexandre Le Sueur, qui était le fondateur du Muséum du Havre. Et donc là, on est en 1846 quand même, 1845-46. Et que dans sa jeunesse, il avait participé à une grande exploration en Australie et qu'en plus, plus tard dans sa vie, il est parti aux États-Unis où il a vécu dans une société utopique. Donc moi, j'avais mon sujet de thèse tout trouvé, évidemment. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches sur Charles-Alexandre Le Sueur, notamment en voyageant régulièrement aux États-Unis pour écrire mon livre qui est paru en 2019, mais déjà avant, il y avait un premier tome en 2007 sur Charles-Alexandre Le Sueur. Et donc, quand Hervé Chaban m'a permis de rencontrer Yves Boistel et quand j'ai entendu parler de ce projet de faire une bande dessinée sur l'expédition Nicolas Baudin, qui est parti en 1800 du Havre pour partir aux terres australes de l'époque, donc l'actuelle Australie, ils m'ont invité à participer à ce projet pour écrire le scénario. C'est ce que j'ai fait. J'avais toutes les connaissances sur le Sueur par rapport à son itinéraire, par rapport à tout ce que j'avais travaillé sur lui, tout ce que je savais sur lui. Donc, le scénario, toutes ces recherches dans les archives a été relativement facile dans un premier temps pour ce tome 1. Mais après la parution de ce livre en 2007, Hervé a déménagé en Bretagne, Yves avait d'autres projets, moi aussi devais m'occuper de ma propre maison, j'étais en train de construire une maison moi-même. Donc voilà, on a abandonné un peu. Et puis finalement, à partir de 2011, Yves et moi, on s'est remis au travail pour dire, quand même, on a fait le tome 1, il faudrait peut-être maintenant faire, comme on l'avait envisagé, le tome 2 et le tome 3, parce qu'à l'origine, il s'agissait d'une trilogie. Et nous l'avons fait très très progressivement. C'était beaucoup de recherche, beaucoup de travail, parce qu'il y a énormément de journaux
quand je dis journaux, je parle de journaux de bord des membres de l'expédition, qui évidemment ont écrit sur ce voyage qui a eu lieu entre 1800 et 1804. Et donc, j'ai tout exploré, Yves aussi avec moi. On a travaillé planche après planche pendant des années. On se rencontrait tous les mercredis matins, en fait, de façon très systématique et régulière. Et le produit final, donc on va dire 14 ans après avoir commencé ce travail, on a décidé de ne pas sortir de tome 2 et du tome 3, mais de regrouper l'ensemble de l'histoire, tome 1, tome 2 et tome 3 dans une seule bande dessinée. Ah d'accord, il y aura le tome 1 aussi dans la... De façon résumée. Ah, De façon résumée, pour que les gens qui n'ont pas pu acheter le tome 1 à l'époque, qui puissent tout simplement comprendre de quoi il s'agit, quelle est l'histoire, avant de repartir sur le tome 2 et le tome 3 qu'ils sont reliés ensemble. Celui-là, il est encore édité ou intégrable? On va le rééditer. D'accord. On va le rééditer. Donc si on veut vraiment l'intégrale, il faut le tome 1 On pourrait avoir le et tome prendre 1 la trilogie. et la trilogie dans sa totalité par la suite. Et donc ça c'est prévu pour la fin du mois de septembre. En tout cas, dans des conditions idéales. Une chose est sûre, ce sera dans les libraires, chez les libraires avant Noël. Ça, c'est une certitude absolue. Combien de temps, toi, tu as besoin de travailler sur la documentation sur un projet comme celui-là? C'est énorme. Ouais, j'imagine. C'est énorme. On peut dire que ça fait donc aujourd'hui plus de 25 ans que je travaille sur Charles-Alexandre Husserl, le personnage donc de ma thèse, et j'y trouve toujours encore de nouvelles choses. Donc c'est un travail, processus continu. Pour écrire la BD, on va dire, je me suis appuyé sur des connaissances accumulées pendant 7 ans, entre 98 et 2005, on va dire, plus les 2 années de travail en commun avec Yves Boistel et Hervé Chadin pour réaliser ce tome 1. Et par la suite, il a fallu tout approfondir pour pouvoir écrire la suite. Donc, ce sont des dizaines et dizaines de documents manuscrits, souvent non retranscrits, dans les archives nationales, dans les archives du Muséum d'histoire naturelle du Havre. On y passe un temps fou. Ouais, toi, tu vas fouiner dans les archives, tu vas certainement visiter des musées ou, On est obligé, oui, tout à fait, parce qu'on est aussi obligé de se documenter par rapport aux costumes de l'époque. On est obligé de se documenter par rapport à tout ce qu'ils utilisent comme outils de navigation, comment ça fonctionne. Il faut savoir exactement le fonctionnement de chaque navire par rapport au cordage, par rapport aux voiles, les différents voiles qu'ils utilisent pour telle ou telle raison, pour comprendre les journaux de bord, pour comprendre comment ça fonctionne et surtout, parce que c'était ça vraiment l'objectif numéro 1, non seulement déjà pour le tome 1, mais surtout là pour toute la suite, parce qu'on a vraiment fait un gros travail historique. On voulait coller au plus près à l'histoire véritable de l'expédition Michela Baudin aux terres australes. Et Yves, quand il fait les dessins des objets et des voiliers, j'imagine qu'il y a vous avez des dessins, des photos, des dessins déjà de l'époque. C'est cela, tout à fait. Moi, j'ai fait le tour de beaucoup de musées maritimes, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne. En France, on a un très beau musée aussi maritime à Paris, évidemment. Il y a des collections en Angleterre qui sont fascinantes. À chaque fois, c'est pareil. J'y vais avec mon appareil photo, je filme, je photographie. Et tout cela, on le réunit, on le partage, on en discute. Et puis, ça permet de créer une ambiance vraiment historique et vraiment très proche de ce qu'ont pu vivre les gens en 1800. Tu as dû être aux Anges il y a un mois avec tes grandes voiles. Waouh. On a évidemment profité des grands voiles au Havre pour faire quelques interviews avec Yves Boistel et moi-même, parce que le contexte était parfait. Je veux dire, nous étions au Havre l'année de la sortie de la bande dessinée. Avec un tel événement, le hasard n'aurait pas pu mieux faire les choses. Donc, on en a bien profité. On va diffuser ces images, évidemment, dans les mois qui viennent pour la promotion de la bande dessinée. Et je suis certain que le public va apprécier. Peut-être pour finir l'entretien, une chose que je t'ai pas demandé, alors quand tu écris les scénarios, tu l'écris de quelle main? J'écris avec le clavier de mon ordinateur. Avec les deux, alors.
C'était avec les deux, mais il a fallu effectivement s'adapter. Donc maintenant, c'est surtout avec la main droite, ce qui n'empêche pas la main gauche d'appuyer sur Shift et Caps Lock, etc., hein, pour pouvoir accentuer un petit peu les choses, accélérer le travail, on va dire. Donc oui, et heureusement, on a deux mains quand c'est comme Et toi, ça. tu es droitier. Mais je suis droitier, j'ai eu l'accident à la main gauche, donc de ce point de vue-là, je ne me suis pas trop pénalisé. Et c'est vrai que j'écris encore beaucoup à l'ancienne avec mon stylo. Ça, voilà, ça fait partie encore de ma génération de prendre des notes avec les stylos. Je trouve aussi que j'intègre les choses beaucoup mieux quand je prends des notes que quand je les écris avec l'ordinateur. C'est ma façon de fonctionner qui fait ça. Et il faut dire que je ne m'arrête jamais quand même parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne. On va dire que le seul avantage de mon accident, ça peut être aussi que, comme j'étais en arrêt de travail, et j'avais un peu plus de temps pour m'occuper justement d'autres choses, bah, j'en ai profité pour finir mon livre que je voulais toujours publier sur la première histoire du Havre, c'est-à-dire les Vikings fondateurs du Havre. Ça faisait des années que j'avais travaillé sur le sujet. Euh, J'avais été hospitalisé pour une autre raison en 2014. J'avais découvert la série avec Ragnar Lodbrok, Viking. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit quand même, c'est dommage parce que je me passionnais pour cette histoire. C'est quand même dommage qu'ils n'ont pas respecté l'histoire véritable. Pourquoi se sont permis autant de liberté? Et je me suis dit, oh, un jour, je vais écrire moi-même aussi un livre sur les Vikings, mais en respectant vraiment l'histoire. Et quand le maire de ma commune m'a demandé de faire une recherche sur l'origine de son village, le nom de son village, Équeville, et que je me suis lancé dans cette recherche à partir de 2015-2016, j'ai découvert tellement de choses en utilisant exactement les mêmes techniques que j'avais déjà utilisées pendant 20 ans pour écrire sur Charles-Alexandre Le Sueur, et étant maintenant bien rodé dans toutes les archives de France et de Navarre. Ouais, tu Hein, connais déjà le raccourci. je connaissais les raccourcis, je suis allé au Danemark, je suis allé, je veux dire, en Allemagne, j'ai récupéré les archives qu'il me fallait pour découvrir quoi? Pour découvrir qu'il y avait bel et bien des Vikings au Havre qui ont donné leur nom aux différents quartiers du Havre. J'ai pu non seulement retrouver les Vikings, leur famille, leur ascendance, leur descendance, mais j'ai pu faire le lien entre le quartier des Neiges, je veux dire, Ingouville, Ignoval, à Sainte-Adresse, pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Et donc, c'est sorti au mois de décembre 2024, Les Vikings fondateurs du Havre. C'est un petit livre qui ne fait pas plus de 105 pages, mais qui résume de façon extrêmement claire toute l'origine on va dire, du pays de Caux concernant les Vikings qui sont arrivés ici, donc à partir de 855. Déjà avant 841, mais pour les installations, à partir de 855. Alors, pour terminer cet entretien, tu parles justement d'un peu de cinéma, vu que c'est aussi une de tes passions. Alors pour toi, quel est le plus beau film d'explorateur, de grands navigateurs des mers? Alors, sans aucun doute, Master et Commander. Ah oui, Master et Commander qui est vraiment un excellent, excellent film pour la raison suivante. C'est que, comme avec le film sur la mutinerie du Bounty, par exemple, on est dans un cadre scientifique, hein, donc la récolte de plantes, donc l'histoire naturelle. Donc évidemment, avec mon background d'histoire naturelle et des sciences, ça m'intéresse énormément. Charles-Alexandre Le Sueur, c'est tout à fait cette histoire-là. Master et Commander a en plus le mérite de respecter parfaitement, je veux dire, la façon de naviguer. On voit dans ce film exactement comment fonctionnent les différents navires qu'ils utilisaient. Ce sont des choses, je ne sais pas, mais je suis admiratif. Quand je vois des voiliers, les mâts, les cordages, les voiles, le monde des centaines de marins qui s'occupent en même temps pour faire avancer ces navires, je trouve ça tellement fascinant et passionnant. Et je trouve que le film Master et Commander le reflète vraiment, vraiment très, très bien. très bien. Moi, je te remercie. Ça me permettra d'aller voir ce film et de découvrir les reconstitutions qui sont à peu près fidèles à l'histoire. Oui, tout à fait. Et puis ça m'a poussé ensuite, en 2018, en 2019, de me rapprocher aussi du réalisateur
Pierre-Marie Hubert, qui voulait lui aussi faire un documentaire sur l'expédition de Nicolas Baudin aux Terres australes. Et donc, entre 2018 et 2022, nous avons réalisé ensemble un documentaire d'1 heure et demie sur le voyage de Nicolas Baudin, qui s'appelle Les Immortels de Tasmanie, parce qu'on s'est surtout concentré sur la Tasmanie. Et c'est devenu un très beau film qui a été retenu en tant que sélection officielle donc, du Festival de Saint-Tropez, ce Festival des Antipodes. Et là, voilà, j'ai pu faire valoir mes compétences d'historien, mais aussi de musicien, en écrivant de la voix off, mais aussi, bien sûr, en, en composant la musique de ce documentaire. Oui, voix off enregistrée au studio du doc. Absolument, avec Eric Docteur. Très bien. Bon, quand c'est quelqu'un avec qui nous travaillons régulièrement, ça permettait de parler un peu de son travail. Bon, merci beaucoup pour cet entretien. On a fait plein de choses. Je te souhaite bon courage pour la suite et très vite pour peut-être reparler de de la Belvédère 3. Absolument. Très bien. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec Baptiste Job. Merci. Au revoir. Au revoir.